Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au troisième rencontre sanitaire apicole. Il s'agit du deuxième rendez-vous. Que l'on ait une ruche dans son jardin ou une exploitation de 1000 ruches, les apiculteurs partagent la même passion des abeilles et ont en commun les mêmes problèmes sanitaires sur leur colonie. Leurs compétences et leurs attentes peuvent être différentes, mais la santé de l'abeille est un travail collectif. Dans cet esprit, la FRGDS, le GTV et l'ADAORA ont mobilisé leurs compétences et ont mis en place cette campagne de conférences, d'information et de formation pour l'ensemble des apiculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, nous vous proposons des rendez-vous tout au long de la saison apicole en fonction de vos attentes et de vos besoins exprimés dans les enquêtes précédentes. Aujourd'hui, sur ce thème, lutter contre le frelon asiatique en Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons vous présenter Alexandre Ouzet, mon collègue de la FRGDS et moi-même. Bonne conférence à tous. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le bilan de la campagne 2021, donc en région avec les données issues de notre plateforme de gestion des signalements. Puis Adeline vous présentera le plan régional de piégeage de printemps qui a démarré donc ce printemps 2021. Et puis suivra donc un temps d'échange où nous répondrons à toutes vos questions. Donc, un petit rappel. Donc, le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax est une espèce invasive exotique qui fait partie des 22 espèces de frelons, pour la plupart localisées en Asie, hein. Donc, il a été signalé pour la première fois en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, arrivé depuis la Chine par container, importé dans des poteries à destination d'un horticulteur du Lot-et-Garonne. Donc, si on regarde la carte du MNHN, donc du Muséum national d'histoire naturelle, hein, qui se trouve à droite, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur site en dynamique, et qui est mis d'ailleurs à jour chaque année. Donc, on voit qu'il a gagné progressivement le territoire national en colonisant tous les départements. Donc, il s'est répandu très rapidement aussi dans les pays limitrophes, hein, donc d'Europe occidentale, puisqu'on le retrouve aussi bien au Portugal, dans le nord de l'Espagne et de l'Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et aussi en Angleterre. Donc, il a été signalé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la première fois en 2011 et dans quasi l'ensemble des départements de la région, donc en 2014. Au niveau des chiffres, on voit sur cette diapo que depuis son entrée en région, le nombre de nids a découvert, hein, confirmé frelon asiatique et découvert, a explosé, hein, passant de 33 nids en 2014 à presque 2900 nids en 2020 et quasi 2400 nids en 2021 pour arrondir, hein. Alors je précise que c'est en tenant compte de certaines autres données locales, mais si on ne prend que les données issues de notre plateforme Frelon Asiatique, on voit en bas de l'écran, je les ai mis, on a quasiment le même nombre de nids découverts, frelons asiatiques, avec en 2020 1988 nids et en 2021 1983 nids. Et dans la suite de la présentation, je vous donnerai les données issues de notre plateforme. Alors, depuis 2014, un programme de surveillance et de lutte soutenu par la DRAF a été déployé sur la région Aura, piloté par le GDS Auvergne-Rhône-Alpes, avec un réseau d'acteurs formés, constitué d'animateurs, de référents et de désinsectiseurs, qui sont gérés au niveau départemental. Donc, ce programme vise en particulier à repérer et à faire détruire le maximum de nids par des opérateurs qualifiés, hein, c'est-à-dire des professionnels, des insectiseurs, agréés à l'utilisation d'insecticides et capables d'intervenir en hauteur, et qui sont aussi signataires d'une charte de bonne pratique qui précise les règles de sécurité, de traçabilité et les conditions d'exécution et de retraitement des nids. Et en plus, qui conventionnent aussi annuellement avec la section apicole du GTS de leur département. Donc, à rappeler par l'instruction de la note de la DGL de 2013,
Donc le ministère de l'Agriculture a confié à la fédération régionale et ses GDS départementaux, étant reconnus comme organismes à vocation sanitaire, la gestion des mesures de surveillance et de lutte contre le frelon asiatique pour permettre de limiter l'impact du frelon asiatique, colonies d'abeilles domestiques, hein, nos abeilles de ruche. Donc, le principe du réseau et de la gestion des signalements fonctionne très bien. L'animateur régional ou départemental qui anime le dossier frelon asiatique est aussi gestionnaire de la plateforme de signalement, que je vous en dirai deux mots un peu plus loin. Il fait la réception et la diagnose des déclarations, que ce soit des nids ou des insectes, enfin des individus isolés. Si la diagnose du nid n'est pas possible, alors il mandate, il envoie un référent sur le terrain pour contrôler qu'on est bien en présence de frelons asiatiques ou encore pour chercher des nids à partir d'individus en prédation sur les ruchers et voire aussi informer les interlocuteurs locaux. Si le nid est confirmé et qu'il y a un financement pour la destruction sur le secteur, alors l'animateur mandate un des insectiseurs pour la destruction qui intervient donc au plus vite, généralement entre 1 et 3 jours, mais grand maximum. Donc pour ce dispositif, avec le soutien du conseil régional, la FRGDS a mis en place depuis fin 2018 la plateforme frelonasiatique.fr, donc c'est frelon au pluriel, asiatique au pluriel, .fr, le tout attaché. Donc, c'est un outil de déclaration en ligne qui permet de recueillir et de centraliser l'ensemble des données d'observation de nids ou d'individus isolés de frelons asiatiques et de s'assurer en bout de chaîne de la destruction de l'ensemble des nids. Donc, tout public peut y faire une déclaration qui est assez facile à faire sans création de compte au préalable. Et il permet aussi, à travers les informations au niveau de l'accueil du site, du portail, de sensibiliser le grand public. Si on revient aux chiffres, donc la carte régionale de répartition des nids de frelons asiatiques découverts par département montre que tous les départements sont touchés, mais de manière très inégale, puisque à E5, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche représentent près de 87% des signalements de frelons asiatiques donc, sur l'ensemble de la région. Alors historiquement, ils sont fortement impactés et cette différence est surtout expliquée par la géographie et le climat associés aux différents territoires. À savoir juste que 94% des nids ont été découverts avant le 1er décembre, donc c'est la date d'arrêt des destructions. Donc après ça, on n'a plus opéré des destructions. Et c'est lié tout simplement au fait que dans le cycle biologique du frelon asiatique, même si à cette époque, il peut encore y avoir des frelons, des ouvrières et des mâles, mais la plupart des gines, en fait, des futures fondatrices, ont quitté la colonie pour hiverner à l'abri des conditions donc, météo-hivernales. Et pour information, vous avez dans le tableau en bas à gauche les communautés de communes les plus touchées par département, avec, pour exemple, la métropole de Lyon, donc en bas du tableau, où on a découvert plus de la moitié des signalements pour l'ensemble du département du Rhône. Donc voilà, avec 58%. Donc sur cette cartographie des signalements donc, au niveau régional, des nids découverts, donc en 2021, on voit que les nids sont principalement centrés sur la vallée du Rhône, donc tout au long du fleuve du Rhône, donc, qui délimite au sud l'Ardèche et la Drôme. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà. L'Ardèche et la Drôme, la Loire et l'Isère, plus au nord l'Ain et l'Isère, et plus au nord aussi, la Saône fait un peu la limite entre le Rhône et l'Ain.
Donc, pour rappel d'ailleurs, les colonies ont besoin d'une grande quantité d'eau pour leur développement, hein, pour l'élevage des rennes, d'où la proximité avec les points d'eau et les cours d'eau. Les nids sont fortement présents qu'en Ardèche au niveau du secteur de Privas et aussi un petit peu dans le Nord Ardèche. Dans la Drôme, ce sont les secteurs comme Valence, voilà, ici, enfin, un peu plus bas, Montélimar, Valence, un peu au niveau du Vercors, vers Royan. Au niveau de l'Isère, c'est dans tout le nord Isère, avec aussi dans la métropole grenobloise. Pour le Rhône, eh bien, c'est évidemment au niveau de la métropole lyonnaise. On a aussi dans les monts et coteaux du Lyonnais, et puis dans toute une grande partie du Beaujolais. Et puis enfin, dans l'Ain, on en a un peu en Bresse, dans le Revermont, la plaine de l'Ain, et puis aussi la Dombes. Donc, si on regarde maintenant avec ce comparatif de l'évolution du nombre de nids détruits, hein, entre 2020 et 2021, donc l'évolution dans la saison, mais on a aussi enfin, on a représenté, enfin j'ai représenté par rapport aux nids détruits, mais on a exactement la même chose, les mêmes tendances, les mêmes courbes avec les nids découverts. Mais on constate en fait qu'on a un retard de développement global des colonies sur la première période, hein, sur le printemps et le début d'été, et qu'on a ensuite une accélération sur la deuxième moitié de la saison. Donc ça, c'est des observations qui ont été faites à la fois sur le terrain et aussi issues de l'analyse des données, donc issues de la plateforme, et notamment par rapport à l'indicateur du diamètre de nid et aussi de la hauteur des nids, en fait, que vous saisissez, enfin que les déclarants peuvent saisir au niveau de la déclaration. Donc les conditions climatiques de 2021 avec un hiver relativement froid, hein, où on a subi aussi des tempêtes, un printemps frais et pluvieux, puis un été au moins dans sa première partie assez maussade et pluvieux, hein, surtout sur le mois de juillet, n'ont pas été propices donc au développement des colonies de frelons asiatiques, et donc tout au moins sur la première période, ni des autres insectes d'ailleurs, hein, et c'est à mettre en parallèle avec la mauvaise saison apicole qu'on a eue, hein, donc l'année dernière, en tout cas où on n'a pas eu quasiment pas de récolte sur la première partie de l'année. On a donc observé un retard de croissance des colonies avec des nids de petite taille, que ce soit des nids primaires ou secondaires, et des nids primaires qui étaient encore présents tardivement dans l'été, hein, jusqu'en juillet, voire août dans certains départements. Donc, dans les différents départements, les nids secondaires se sont beaucoup développés en place, donc sur des nids primaires, et relativement un peu à la cime des arbres, surtout à des endroits facilement accessibles, donc plutôt à faible hauteur et à proximité des habitations, donc sous des appentis ou des débords de toit. Et donc, de fait, ils ont été facilement visibles et à portée de main, d'où une augmentation sur la première partie, et c'est ce que vous voyez entouré du cercle en pointillé, du nombre de signalements de nids découverts et de nids détruits sur cette première période. Puis, sur juillet et la première partie d'août, en fait, on a observé, probablement en conséquence, une baisse de signalement de nids par rapport au moins à 2020. Et on aurait pu penser qu'ensuite, le nombre de nids allait diminuer ou être en tout cas moins important. Et dans la troisième phase, on va dire, avec l'amélioration de la météo et voilà, sur le milieu de l'été, et très probablement aussi parce que dans le souci en fait de multiplier les descendances, hein, pour les colonies, on a observé une course au développement des colonies qui ont rattrapé leur retard sur août-septembre avec un nombre et une taille de nid beaucoup plus important. Donc c'est ce qu'on voit, hein. Donc je n'ai pas précisé. Au niveau, donc la courbe bleue représente l'année 2021, la courbe rouge l'année 2020. Et donc, on voit qu'il y a un décalage au niveau
de l'année 2021, donc, qui est plutôt centré, donc le pic, l'apogée est plutôt centré sur début novembre, alors que pour 2020, eh bien, le pic est plutôt centré sur fin novembre. Donc un décalage de 2-3 semaines, où donc les colonies ont rattrapé leur retard et ont pris de l'avance, c'est tout simplement pour, comme je disais, pour une course au développement des colonies, essayer de produire un maximum de gynes, en fait, de descendance. C'est-à-dire, donc, ce sont toutes les femelles sexuées qui seront potentiellement de futures fondatrices l'année suivante. Et donc tout ça pour essayer de produire un maximum donc de reproducteurs et faire perdurer la génétique. Donc on a eu en proportion plus de nids détruits sur fin août, début septembre 2021 qu'à la même période en 2020. Et d'ailleurs, on a eu plus de nids détruits en 2021 qu'en 2020. Et donc juste avant la phase critique, sur juillet et août, où c'est vraiment le moment où il faut détruire les nids, puisque c'est avant l'arrivée des reproducteurs. Donc voilà, plus le décalage de 2-3 semaines, comme je vous l'avais précisé, qui fait qu'on peut penser on a peut-être détruit un plus grand nombre de gynes en 2021 qu'en 2020 à la même époque. Et donc, on peut espérer qu'on a potentiellement un nombre de gynes moins important qui soient allés hiberner, pour se protéger des conditions donc, hivernales. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que on peut être amené à penser, c'est que les conditions climatiques qui étaient défavorables ont dû faire avorter un grand nombre de nids en début de saison. Et comme la présence du frelon asiatique en 2020 était très forte, on a eu une année aussi explosive, on peut penser que si les conditions météo n'avaient pas été aussi néfastes et non propices au développement, eh bien, on aurait pu avoir une explosion de nids cette année en 2021. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Peut-être aurez-vous des questions là-dessus. De ce que je vous disais, juste deux diagrammes pour vous donner un peu une idée des indicateurs qu'on a. Donc, sur le diagramme de gauche, est représentée en fait la distribution de la hauteur des nids découverts donc, pendant la saison par catégorie. Donc, en simplifiant, donc, des nids en bleu apparaissent donc, de 0 à 5 mètres, en rouge de 6 à 10 mètres, en gris de 11 à 20 et en jaune supérieur à 20 mètres. Et donc, on voit une forte proportion de nids à faible hauteur jusqu'en septembre-octobre. Donc, sur toute les 8 premiers mois, 8, 9, 10 premiers mois, en fait. Donc, c'est ce qui est représenté en bleu ici, si vous voyez ma souris. Et donc, voilà. Et ensuite, l'augmentation de la hauteur des nids sur la dernière partie. Le diagramme de gauche, de droite, pardon, représente lui l'évolution de la taille des nids et on voit donc, sur ce que je vous disais où on a donc j'ai représenté en tant que nid primaire et nid secondaire, mais même si c'est plutôt par rapport à une taille de nid, donc une taille inférieure à 20 cm et une taille supérieure, donc juste pour donner une catégorie, on voit en fait que sur la courbe bleue, on a bien des nids de petite taille qui s'échelonnent jusqu'au mois d'octobre. Alors que donc, les nids qui sont plus gros, donc de taille supérieure à 20 cm, eux démarrent à partir de juillet et ensuite jusqu'à la fin de l'automne. Donc, concernant la gestion des nids, on a représenté ici pour chaque département le détail du nombre de nids découverts et le nombre de nids détruits. Et le ratio a permis d'avoir le taux de destruction qui est pour l'ensemble de la région de 75% contre 72% en 2020, ce qui est très correct compte tenu de la disparité entre les différents départements, principalement du fait de la présence de financement ou non localement pour la destruction des nids et des difficultés à faire détruire les nids chez les particuliers non apiculteurs.
Sachant que les nids détruits ont été détruits soit en interne par le réseau des GDS, lorsqu'il y a un financement pour la destruction, soit en externe par des particuliers, les pompiers, les services techniques, des mairies, etc. Quant aux nids non détruits, ils correspondent soit à des nids non financés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de financement ou parce qu'on avait atteint le budget en fin de saison. Voilà, toujours le problème des budgets non extensibles. Hein, voilà. Et soit aussi parce que c'était une impossibilité technique, soit des nids très hauts à plus de 30 mètres, 35 mètres. Hein, on en a vu un certain nombre. Et aussi parce que l'accès au nid était très compliqué. Et puis aussi, c'est pour une bonne partie des nids qu'on a trouvés tardivement, donc après la chute de la frondaison, et donc des nids qui étaient déjà vides, donc qui n'ont pas été détruits. Sachant que l'arrêt, je l'avais dit tout à l'heure, mais l'arrêt des destructions s'est fait début décembre, donc juste après, donc au moment où les nids en fait sont quasiment vides. Donc la proportion des nids justement découverts tardivement est de l'ordre de 6% en 2021 contre 10% justement, on a une petite baisse à ce niveau-là. Et depuis la fin de saison, enfin la fin de campagne 2021, donc sur la campagne 2022, on a encore des nids qui arrivent, hein, on en a une cinquantaine pour une centaine en 2020. Donc on a encore quelques nids, mais ça reste assez peu en fait. Donc c'est des nids de la saison précédente, hein, 2021, vides. Hein. Voilà. Donc, on peut dire que globalement, on a une bonne efficacité globale du dispositif, hein, une bonne gestion de la destruction, sous réserve évidemment d'avoir des financements pour la destruction. Et je dirais, pour terminer là-dessus, que même si la destruction ne se suffit pas elle-même, elle reste un des moyens relativement efficace pour limiter la pression du frelon asiatique. Et elle est évidemment à compléter avec d'autres méthodes de lutte, hein, comme la prospection des nids, les méthodes de protection de ruches et le piégeage d'automne, voire de printemps, s'il est évidemment correctement réalisé. Et donc, c'est ce que Adeline va aborder dans cette deuxième partie. Voilà, donc je vais lui laisser la main et je vous remercie de votre écoute. Merci Alexandre. Je vais partager. Alors, moi, donc, je vais vous parler du piégeage de printemps dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais tout d'abord vous faire part de l'objectif. Je vais vous décrire ensuite le protocole technique tel qu'il a été imaginé dans la région. Et puis, vous parler de ce qui se passe depuis mars 2022, comment on s'est structuré pour mener cette campagne de piégeage. L'objectif, quel est-il? C'est tout simplement, en ayant un impact limité sur la biodiversité, il s'agit d'évaluer l'efficacité du piégeage de printemps par rapport à l'installation des nids secondaires à l'été et ses conséquences sur les ruchers des zones piégées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette action de piégeage de printemps, il faut prouver sa pertinence. C'est pour l'instant quelque chose d'expérimental. On n'est pas certain de sa pertinence, donc c'est quelque chose qu'il faut suivre pour pouvoir l'évaluer. Vous savez, l'adage une fondatrice capturée égale un nid en moins en saison. On pense que c'est sans doute pas vrai. Il y a des phénomènes de compétition entre les femelles en sortie d'hivernage et du coup, il n'est pas certain que cet adage soit vrai. D'autre part, le piégeage, même très bien conduit a un impact quand même sur les autres insectes, l'entomofaune, qui n'est pas cible. Donc, et c'est pour ça qu'il est très important de bien se structurer pour effectuer ce piégeage de printemps. Donc, je vais vous décrire les étapes du protocole de piégeage régional. C'est en effet la liste de pratiques
qui ont été relevés pour cette campagne. Il y a également une organisation à avoir. Et tout ça a été fait en accord avec le plan national de piégeage qui a été édité en février de cette année. Et ces deux plans, vous les retrouvez sur le site de l'AFR GDS Aura. Vous avez les liens pour les consulter. Donc, tout d'abord, où piéger? Donc, les zones qui ont été choisies sont de deux types. Tout d'abord, des zones où il y a des ruchers qui ont été impactés la saison précédente par des prédations de frelons asiatiques, et ou des zones où il y avait une forte densité de nids en saison, détruits ou non. Alexandre vous a expliqué les causes de non-destruction des nids. Et ces zones donc ont été choisies par chaque référent départemental. Et ensuite, on a quadrillé la zone. Donc, vous voyez là sur le petit schéma de droite un exemple. Donc, on a plusieurs quadrillages possibles. On peut avoir des zones d'1 km² ou de 2 km² avec des pièges espacés de 400 à 500 mètres. Et vous voyez là, sur cette zone d'1 km² disposée en carré, on a un piège tous les 500 mètres, ce qui fait une disposition de 9 pièges. Sur les zones de 2 km², on peut avoir des zones en rectangle ou en carré, un espacement de 400 ou de 500 mètres, ce qui peut, il peut du coup conduire à des zones entre 15 et 25 pièges. Donc ça, on s'adapte également à la topographie du terrain. Il y a des zones qui sont très faciles à quadriller et il y en a d'autres, compte tenu du relief, par exemple, ou de la présence d'une rivière, ce n'est pas aussi simple. Donc, forcément, il y a eu des adaptations locales en gardant à l'esprit cette trame de départ. Quand piéger? Donc, le piège printemps peut s'effectuer à partir de février. Mais en fait, c'est donné la consigne de démarrer quand on a plus de 3 jours à plus de 12 degrés. On s'est mis également une durée de 8 semaines de piégeage avec une fin obligatoire au 15 mai. Après le 15 mai, on va piéger des ouvrières, on va piéger un tas d'autres insectes et c'est pour ça qu'on s'est mis cette limite en mai. Mais cette fin peut intervenir plus tôt si on estime que la sélectivité du piège diminue, c'est-à-dire que par exemple, ça fait deux semaines qu'on piège plus de frelons asiatiques, mais d'autres insectes. Donc là, on se dit qu'on peut arrêter plus tôt. Quel type de piège ensuite utiliser? Je vais commencer par les pièges à ne pas utiliser. Et ça, vraiment, on insiste là-dessus. C'est vraiment très important, le choix du piège. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette partie, c'est vraiment ça. Les pièges bouteilles, de type bouteille, c'est catastrophique. Ça, il faut vraiment bannir l'usage de ces pièges-là. Pourquoi? Parce que n'importe quel insecte peut rentrer dedans. Ils ne peuvent pas en sortir et ils s'y noient. Donc, ça a fait des dégâts vraiment colossaux sur les espèces non cibles, les mouches, les papillons, les guêpes, tout peut mourir dans ces pièges. Et vous savez que l'entomofaune est en déclin et il ne faut absolument pas qu'on participe, qu'on accentue cette baisse de l'entomofaune via notre action de piégeage. Donc ça, vraiment, à bannir. Là, je vous ai présenté des pièges non sélectifs, les principaux qui sont commercialisés ou fabriqués. Il y a des tas de tutos sur Internet. Ça, c'est vraiment, vraiment à ne pas faire. Donc, le cahier des charges du bon piège. Le bon piège, c'est un piège à sélection physique, c'est-à-dire qu'il va filtrer l'entrée et qui va permettre la sortie des espèces non cibles. Donc, il est constitué d'une nasse, donc c'est-à-dire d'un cône d'entrée qui est calibré pour exclure l'entrée des gros insectes, comme le frelon européen. Donc l'entrée, souvent on conseille une entrée à 8 mm. Et le piège permet également, via des grilles, la sortie d'insectes non cibles, des insectes plus petits. Et comme les grilles à rennes, par exemple, calibrées à 6 mm, ça permet la sortie de tous les insectes inférieurs à 6 mm.
Je vais vous présenter des exemples de réalisation des référents régionaux. Donc, vous voyez, par exemple, ce piège là sur la gauche. Il est équipé de 2 cônes JAPROD, un à l'entrée, un à la sortie. Ces cônes sont calibrés à leur pointe à 8 mm et ils sont également grillagés, ce qui permet la sortie des insectes plus petits. Là, ils ont rajouté sur les côtés des grilles à rennes pour également faciliter la sortie. Vous observez également sur le dessus un plexi coulissant qui permet, quand la personne relève les pièges, de bien visualiser les insectes piégés, et un couvercle pour que le piège soit maintenu dans l'obscurité. Le piège de gauche ressemble beaucoup. C'est le piège de droite, pardon, est une autre réalisation. 2 autres types. Ce piège-là, qui s'appelle Red Trap, lui, pareil, grille à rennes d'un côté et de l'autre, un cône d'entrée seulement. On attire votre attention sur le fait que, tel qu'il est commercialisé, il n'est pas assez sélectif sur les gros insectes. Les frelons européens rentrent dans ce piège. Et une petite astuce qu'on vous donne, qui a été trouvée par un référent départemental, c'est de recalibrer l'entrée du cône avec un porte-cupule qui sert à l'élevage des rennes, en le reperçant à 8 mm. Donc, en l'enfichant dans le cône, on arrive du coup à une bonne sélectivité. Il faut penser aussi à lui rajouter une planche, quelque chose pour le maintenir en l'obscurité, parce qu'il est fourni uniquement avec un plexiglas. Ce petit piège-là, il s'appelle le piège Le Chevalier. Lui, le principe, c'est une grille à rennes enroulée et 6 petits cônes d'entrée. Donc là, il y en a 2 que vous pouvez visualiser. Il y en a encore 2 de chaque côté. Et voilà, il a le mérite d'être facilement positionnable. Donc, c'est un piège qui va être utilisé dans les Savoies. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans ce piège pour attirer les frelons? À cette période de l'année, les femelles en sortie d'hivernage vont être en recherche d'énergie, et donc il faut leur mettre à disposition un mélange liquide sucré. C'est ce qui va vraiment plus les attirer. Et ce qui fait consensus, c'est le cocktail 1 tiers bière, 1 tiers sirop de fruits rouges, 1 tiers de vin. Donc, c'est un mélange très sucré. Le vin aurait la propriété de repousser les abeilles. Ce sur quoi on insiste également, c'est qu'il ne faut pas que les insectes puissent s'y noyer. Si votre piège est hyper sélectif, c'est bien, mais si les insectes se noient dans les appâts, au final, ils ne pourront pas ressortir. Donc, ça ne marchera pas. Donc, pour ça, vous voyez là, ces petites coupelles, elles vont être recouvertes d'un petit grillage pour éviter que les insectes puissent accéder aux coupelles. Donc, ça, c'est important. On peut tout de même laisser une petite coupelle à disposition, une poubelle pas profonde, ou avec un petit chiffon, une petite éponge, un petit caillou, pour éviter que les insectes s'y noient, mais quand même qu'ils puissent accéder directement à l'appât, parce que ça va permettre une meilleure diffusion des effluves. Et puis aussi, une petite astuce, c'est de laisser des frelons asiatiques piégés dans le piège, morts ou vivants, parce qu'ils vont, via les phéromones, attirer leurs congénères. Ensuite, une fois qu'on a installé tous nos petits pièges, il ne suffit pas de les relever au 15 mai. Il faut vraiment s'en occuper. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un relevé au moins une fois par semaine de chaque piège. Pourquoi? Parce qu'il faut collecter les informations. On l'a dit tout à l'heure, c'est une action expérimentale, et qui dit expérimentale dit qu'il faut suivre ce qu'on fait. Et donc là, en région, on a des personnes qui, chaque semaine, vont faire la tournée des pièges. Et en quoi ça consiste? Ils vont d'abord euthanasier les insectes piégés, les trier et les catégoriser. Donc, vous voyez sur cette petite fiche de relevé, il faut compter pour le piège numéro 1 le nombre de frelons asiatiques piégés, éventuellement le nombre de frelons européens, de guêpes,
de papillons, de mouches, etc. Certains conservent via de la congélation ces insectes piégés afin de les soumettre à une expertise. Mais majoritairement, la discrimination se fait sur le terrain. Donc, on renseigne cette fiche de relevé de piège et ensuite, on renouvelle l'appât pour bien conserver l'attractivité du piège. Forcément, avec le temps, l'appât perd de son attractivité et c'est d'autant plus vrai quand les températures augmentent. Donc, pour bien que ça fonctionne, il faut que l'appât soit renouvelé régulièrement. Ensuite, on voulait vous présenter notre démarche collective. Donc, comme on est sur une action expérimentale, il faut qu'on s'unisse pour mesurer et suivre l'efficacité de cette action de piégeage. Et notre structure, la FRGDRS et tout son réseau départemental, on est structuré pour encadrer cette démarche collective. On va collecter tous les indicateurs, les exploiter, les analyser et les transmettre également au niveau national. Et chaque fédération régionale qui participe effectue ce travail. Si vous voulez participer, vous pouvez vous adresser au référent départemental, qui est la structure GDS. Vous avez les coordonnées des personnes en charge sur le plan régional qui est disponible sur le site Internet. On vous propose également de faire des signalements de vos actions de piégeage sur la plateforme Frelon Asiatique. C'est-à-dire que dès que vous allez piéger une fondatrice, vous le signalez sur le site frelonasiatique.fr et dans votre commentaire, vous signalez les informations de piégeage, c'est-à-dire j'ai utilisé un piège de telle marque, je l'ai mis en place depuis telle date, et puis j'ai capturé tant de fondatrices frelons, telle date. J'ai utilisé toutes les informations que vous trouvez pertinentes à vous nous remonter, vous les faites remonter via ce commentaire. Et en fin de campagne, quand vous enlevez votre piège, vous pouvez reprendre ce signalement et faire un autre commentaire en mettant le nombre de frelons pris et le nombre d'individus non cibles pris. Ça, c'est important pour nous parce que ce qui est intéressant, c'est que via notre plateforme, on va pouvoir mettre en relation les actions de piégeage et la découverte de nids dans le temps. Donc, on a l'historique de la zone, les nids découverts les années précédentes, et on va suivre dans les années à venir les nids des années de cette saison, mais aussi des années suivantes. La campagne 2022 dans la région, elle a commencé modestement avec une douzaine de sites identifiés. Les premières mises en place ont été effectuées mi-mars. On s'attend à une amplification dans les années à venir. Il est vrai que le plan national a été publié en février. Il fallait que le temps que tout le monde puisse s'organiser. Mais tout le monde peut participer. C'est bien si on veut que des gens participent. Mais pour cela, de grâce, utilisez vraiment les bons pièges. Utilisez des pièges sélectifs. Suivez vos pièges et remontez les informations pour qu'on ait cette pertinence collective. J'ai fini avec la présentation. Et donc, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne journée. Et Merci à tous. Au revoir. Au revoir.